Bonjour, aujourd'hui dans Les Experts, je reçois Jannick Laberge. Elle est auteure et médecin, mais elle va tout vous raconter. Elle est du Québec, donc une cousine proche de la France. Bonjour Jannick. Et bonjour Philippe. Comment allez-vous? Ah bah très 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 bien, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de souci, hein. Ah ben très bien alors, c'est tant mieux. Alors, raconte-nous un petit peu ton parcours Jannick. Alors, ben moi, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, au départ, je suis médecin. Mhm. Alors, j'ai pratiqué la médecine au Québec durant 35 ans. Déjà, ça passe très vite. Donc, j'ai été médecin de famille et j'ai travaillé aussi dans les dernières années, les 4 dernières années, j'étais médecin en médecine d'expertise. Donc, un peu de l'arbitrage dans le médico-légal. J'ai fait ça durant 4 ans. Mais parallèlement à ça, j'ai toujours été quelqu'un très axé sur la création. Donc, parallèlement à la pratique médicale, j'ai fait également un baccalauréat en arts visuels et une maîtrise en arts visuels. Alors, j'ai exposé quand même dans plusieurs pays et je me suis amusée pas mal dans le secteur des arts visuels, ce que je n'ai pas délaissé de toute façon et que je ne délaisserai jamais. Mais j'avais toujours dans l'idée de devenir auteur. Et à ma retraite, d'une certaine manière, j'espérais vraiment utiliser tout le temps que je pouvais avoir de disponible pour écrire. D'ailleurs, j'écrivais depuis longtemps, depuis l'adolescence, certainement de la poésie, et je gardais ça un peu pour en réserve. D'accord. Et en fait, tu écris quel type de livre pour qu'on te découvre un petit peu et que les gens effectivement apprennent à mieux te connaître? D'accord. Alors, au départ, donc, comme je disais, j'écrivais de la poésie que je n'ai jamais publiée jusqu'à maintenant. Ben, en fait, oui, en 2020, j'ai publié mon premier recueil de poésie sous un pseudonyme qui est Amorose. Bon, ça, c'est le volet un peu plus la poésie. Mais j'ai écrit en 2018 une série littéraire. J'ai établi un plan de match pour une série littéraire et j'ai écrit un premier roman à ce moment-là que j'ai proposé à 18 maisons d'édition. Mais comme c'est une série littéraire de 7 tomes, et que je n'étais pas connue, en fait, le 18e éditeur m'a finalement donné un peu la vérité, disons, ou son son de cloche, c'est que il y avait peu de chances de trouver une maison d'édition, étant donné que c'était un très gros projet et que j'étais pas vraiment connue. Donc moi, j'avais envoyé mon livre là à 8 ou 10 maisons en France et 7-8 au Québec. Et je croyais que ça allait être facile et non, ce n'est pas le cas. Donc, comme lui m'a expliqué que finalement, c'était un trop gros projet, il m'a dit, c'est pas l'écriture, c'est pas les idées, c'est très bon les idées et tout, mais lui, il aurait été surpris que ça soit accepté. Donc, là, je me suis dit, bon, si c'est un trop gros projet pour les autres, je vais essayer de commencer par de plus petits projets. Et je me suis lancée en auto-édition. Et là, j'ai édité au printemps 2020, en plein début de la pandémie, euh, un recueil de nouvelles. Alors, j'ai dit, bon, moi, je vais commencer par plus petites bouchées. Premièrement, j'ai édité une première nouvelle pour me mettre en confort avec la plateforme qui était une plateforme Amazon KDP, là, qui est connue pas mal. Mhm. Et par la suite, bon, ben là, je m'étais fait la main et j'ai fait mon premier recueil de nouvelles, qui est un recueil de nouvelles. C'est des histoires, donc c'est pas des récits, mais il y a 10 histoires et c'est des problèmes de santé mentale. Moi, j'ai 3 motivations principales dans mon écriture. C'est renseigner, divertir et procurer des émotions. Alors, comme je fais des conférences aussi dans le domaine de la santé mentale, de la santé physique et de la santé mentale, j'ai un intérêt beaucoup dans le domaine de la santé mentale. Et au début de la pandémie, je me disais, ben, ça va être un sujet qui va être vraiment d'actualité. Donc, chacune des 10 nouvelles illustre ou parle d'un problème de santé mentale différent. Ça s'appelle Les secrets de l'Institut. Ça fait aussi un historique
d'un établissement très connu au Québec, un établissement de santé mentale, un institut psychiatrique très connu. Et il y a une annexe aussi à la fin du livre pour permettre aux gens d'en apprendre davantage sur chacune des problématiques de santé mentale. Donc, c'est des nouvelles, donc de la fiction, mais parfois inspirées d'histoires plus ou moins vraies, et même d'une histoire un peu familiale de la famille. Ma grand-mère a été hospitalisée dans ce lieu dans les années 40 et ça a toujours été un peu un mystère et j'ai un peu fouillé cette histoire-là. Donc, tout le côté médecin ressort dans mon écriture. Voilà. Et puis, à l'automne 2020, j'ai écrit un roman, mon premier roman, que j'ai auto-édité également, qui s'appelle Le Génome. Alors, encore là, le côté médical est toujours très présent. D'accord. Et bon, on est en pleine pandémie, etc. Ben, moi, je voulais me projeter post-pandémie. Alors, ça se passe en 2025 et il y a 3 chercheurs québécois qui sont appelés à se déplacer en Malaisie où on suspecte peut-être une manipulation du virus de la COVID-19 qui a existé en 2020-2021. Et toute une histoire se trame autour de ça. Donc, ça se joue au Québec en même temps qu'en Malaisie et aux États-Unis. Donc, c'est assez... Il y a beaucoup d'actions et ça a été très apprécié. Voilà, alors pour les 2 premiers ouvrages que j'ai auto-publiés et que je n'ai présentés à aucun éditeur en passant. Donc, moi, mon idée de base, c'était d'être accompagnée, de trouver un éditeur, mais pour ces 2 projets qui auraient peut-être eu finalement les meilleures chances d'être édités, ben, je ne les ai pas soumis étant donné mon expérience antérieure avec ma série littéraire, que je mets sur la glace pour le moment. Question de me faire connaître un peu plus. Bien sûr. Alors, Yannick, comment tu écris? Tu écris à la main au départ? Tu écris à l'ordinateur? Tu as des petites manies? Il te faut des petits objets autour de toi qui te portent bonheur? Comment ça se passe? Bon, d'abord, beaucoup de recherches. Bon, évidemment, je connais certaines choses, mais je suis médecin de famille, par exemple, pour le génome, je ne suis pas généticienne, etc. J'ai jamais mis les pieds en Malaisie, j'ai jamais mis les pieds à Kuala Lumpur. Donc moi, j'essaie de me déstabiliser également. Je veux apprendre en même temps. Donc, je vais pas nécessairement aller vers des endroits que je connais très bien. Je vais faire des recherches sur un endroit que je connais pas, sur des choses que je connais pas nécessairement très bien. Pour mon recueil de nouvelles, ben là, j'étais plus en zone de confort parce que la santé mentale, ça fait partie de mes intérêts depuis longtemps. Environ 30% de ma clientèle en médecine de famille, de toute façon, et des fois plus, c'est des problèmes de santé mentale. Alors, il y a beaucoup de préparatifs. Et non, j'écris peut-être quelques notes manuscrites, des grandes idées, mais d'emblée, j'écris directement à l'ordinateur, ouais. D'accord. Est-ce que tu as eu des difficultés pour faire la couverture de ce recueil de nouvelles? Est-ce que ça a été un peu compliqué, la couverture? Est-ce que tu avais plusieurs idées? Tu as fait un brainstorming? Comment ça s'est passé? Bon, d'abord, ça, c'est un point qui m'aide beaucoup. L'auto-édition, c'est vraiment pas facile. Se faire éditer, c'est difficile, mais l'auto-édition, c'est pas facile non plus. Parce que, par exemple, moi, je voulais pas écrire mon nom en haut du livre, en bas du livre, avec un titre au milieu. Donc, j'ai comme commencé, si on dit, parti ou démarré une maison d'édition, ma propre maison d'édition, mais qui pour l'instant n'édite que mes propres livres. Mais j'ai l'avantage pour que tu parlais de la couverture, Philippe. Mm-hmm. C'est comme je suis une artiste en art visuel et que j'ai fait beaucoup, beaucoup de travail au niveau de Photoshop, etc., parce que je fais de l'estampe numérique. J'ai travaillé beaucoup dans le numérique. Alors, je fais mes couvertures moi-même parce que je ne peux pas me permettre d'engager un graphiste, Moi, je mets l'accent surtout sur le contenu. J'engage des gens pour faire la correction linguistique, pour faire la lecture éditoriale du livre, me donner des suggestions pour, par exemple, au niveau de l'intrigue, au niveau des dialogues, s'il y a des choses qui clochent, mais au niveau des couvertures et de la mise en page, je fais tout moi-même.
Alors, c'est sûr que j'accepte à ce moment-là que ce soit pas parfait. C'est impossible. Je peux pas, à toute seule, remplacer tous les corps de métier de l'édition. C'est impossible. Donc, ce n'est pas parfait, mais je suis capable de me débrouiller avec les plateformes. Des fois, c'est à tâtons et on beaucoup à essai et erreur, mais je suis capable de faire mes propres couvertures pour le moment. D'accord. Pour les gens qui nous écoutent et qui auront envie effectivement de suivre un peu ton parcours, c'est-à-dire effectivement de passer par Amazon et de se faire éditer, de passer par l'auto-édition, comment ça se passe? Tu peux nous raconter un peu le parcours? Bon, alors, il y a plusieurs plateformes, hein. Il y a Amazon, mais il y a la Fnac, il y a Kobo, il y a eBook, etc. Donc, moi, j'ai commencé par KDP. J'ai commencé par éditer une première nouvelle. Il y a beaucoup de tutoriels, hein. KDP, c'est l'outil principal pour que tes livres apparaissent sur le catalogue d'Amazon. Mais il y a des tutoriels dans chacune des plateformes et on peut éditer aussi son livre par Kobo et qui va les rendre disponibles à la Fnac. Mes livres sont disponibles à la Fnac depuis longtemps, autant en papier qu'en format numérique. J'ai aussi une boutique en ligne, donc dendritédition.com. Alors, c'est ma propre boutique en ligne pour les livres numériques. Les livres papier, actuellement, je les distribue surtout au Canada, mais il y a toujours des possibilités qu'ils soient distribués éventuellement en Europe. Et j'espère peut-être éventuellement aussi pour des projets plus ambitieux, peut-être de trouver un éditeur ou quelqu'un qui pourrait m'accompagner, par exemple pour mon prochain projet qui est terminé, là. C'est un roman jeunesse. Alors, je me lance dans le roman jeunesse. Et pour ça, là, je suis actuellement en recherche pour un éditeur parce que l'action se passe surtout en France. Se passe en France, quoi, à Toulouse. Et donc, je pense que ce serait plus approprié d'être édité chez vous, quoi. Bah oui, tout à fait. Mais en tout cas, le message est passé, hein. Il y a des éditeurs qui nous écoutent, donc s'ils ont envie de tenter l'aventure avec toi, ils le feront. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu as comme passion à côté de cette activité qui te prend beaucoup de temps, j'en suis certain. Mais quelles sont tes passions à côté et tes hobbies? Évidemment, actuellement, le côté art visuel, j'ai laissé ça un petit peu de côté parce que je suis très, très impliquée dans l'écriture et l'édition. Mais je suis une très grande sportive. J'adore la nature, j'adore le plein air. Alors, je fais beaucoup, beaucoup de kayak de mer. J'ai la chance d'être à côté du fleuve Saint-Laurent. Et je fais du kayak de mer, je fais beaucoup de randonnées. J'arrive de Terre-Neuve, j'ai fait un très, très beau voyage de 2 semaines à l'île de Terre-Neuve au mois d'août. Alors, où j'ai fait des belles randonnées. J'ai énormément fait de randonnées aussi dans votre pays. J'ai fait le tour du Mont-Blanc. J'ai fait beaucoup, beaucoup de randonnées de trekking, des gros trekking. J'ai fait le trek de l'île de la Réunion. D'ailleurs, mon premier roman se situe à l'île de la Réunion. Le titre, qui n'a jamais été édité pour le moment, là, ça s'appelle « Dans la forêt de Bélouve ». Alors, c'est une série qui s'appelle « Encéphale ». Ah alors, oui, le titre donne envie déjà, hein. Je pense que, éventuellement, si jamais j'en arrive là, je vais quand même l'auto-éditer. Mais je reviens à mes hobbies. Je fais aussi du vélo de montagne, donc du VTT, vous dites chez vous, je pense. Je fais du VTT, je fais du ski de fond. J'aime rester active. Je pense que c'est l'équilibre entre le physique et le mental qui va donner les meilleurs résultats. Sinon, on s'épuise et à ce moment-là, on vient qu'on se vide l'esprit. On n'est plus capable de réfléchir. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'auto-édition au Québec ? Oui, je pense qu'il y en a de plus en plus. L'auto-édition a eu un peu une mauvaise réputation parce qu'il y avait peut-être une moins bonne qualité, mais de plus en plus, je pense que les auteurs arrivent à des produits de plus en plus aboutis. Comme je vous disais, moi, je me fais accompagner. Là, jamais je
publier un livre qui n'a pas été corrigé par un correcteur au niveau linguistique, professionnel, etc. Donc, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui vont vers cette avenue-là parce que c'est très, très difficile d'être édité. Par contre, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus seulement enrichir les GAFA, là, les grands médias sur le web. Il faut quand même garder, je pense, un certain niveau de respect pour son travail. Je vois beaucoup de livres qui circulent, soit gratuits ou à 99 sous ou 0,99 euros pour tout le travail que ça demande. C'est pas logique, là. À ce moment-là, l'auteur, il reste pas grand-chose dans ses poches pour tout le travail qu'il a fait. Moi, je suis pas allée jusqu'à ce point-là. Je n'irai jamais. Je veux garder un respect pour le travail, puis tout travail mérite sa rétribution à la hauteur de ce que ça a représenté comme effort, je pense. Tout travail mérite salaire, comme on dit en France. Exactement, c'est ça. Je cherchais la formule. On est avec Jannick Laberge aujourd'hui, effectivement, auteure, elle est du Québec, elle nous parle effectivement de sa façon d'écrire. Alors justement, quand tu écris, est-ce que tu es dans un silence complet ou est-ce que tu as besoin de musique, par exemple? Est-ce que tu as des écouteurs sur les oreilles? Beaucoup de musique. J'écoute beaucoup de musique. Et quand j'écris, j'écoute. Et j'aime beaucoup toutes sortes de musique, mais quand j'écris, j'écoute beaucoup de piano. Beaucoup de piano. Le piano, pour moi, c'est quelque chose qui m'apaise. Ça me distrait pas l'esprit, mais ça me berce. J'aime écrire en écoutant du piano, du violon, des choses comme ça. Des très doux et pas tellement de musique avec des paroles. J'aime ça quand je vais conduire ou n'importe quoi dans la vie de tous les jours, mais quand j'écris, je veux pas me faire distraire par des paroles, donc j'écoute beaucoup de musique instrumentale. Comment tu te vois, comment tu te projettes dans un an, par exemple, par rapport à ton activité d'écrivain, d'auteur? Comment tu te vois avec plusieurs autres livres, plusieurs autres idées, faire du livre audio, par exemple? Oh, bien sûr. Ça, c'est des avenues que j'explore. En fait, d'ailleurs, je vais avoir un atelier de formation là-dessus bientôt, parce que depuis quelques semaines, je suis maintenant membre de l'Union des écrivains et écrivaines du Québec. Alors, j'ai un petit sentiment d'appartenance là qui est très agréable, et ça me donne accès à certaines formations en étant membre de cette union-là. Donc, je vais avoir une formation sur le livre audio. Oui, j'aimerais ça beaucoup. D'ailleurs, j'ai préparé déjà, j'ai commencé à faire des petits vidéos YouTube avec de la poésie et de la musique et des images. Voyez-vous un peu le style plutôt multidisciplinaire, là. Et dans un an, j'espère que mon roman jeunesse aura trouvé preneur, parce que je voudrais vraiment... C'est un gros projet et un gros potentiel, je pense, en France. Et donc, j'ai pas la capacité actuellement pour faire rayonner ce projet-là par moi-même. Je pense que ça va me prendre un éditeur. Et j'aurai aussi le tome 2 des Secrets de l'Institut qui devrait apparaître soit à la fin de l'année ou au début 2022. Alors, le tome 2 de mon recueil de nouvelles avec 10 autres nouvelles et 10 autres sujets de santé mentale différents. Ça, c'est dans l'avenir, là, dans la prochaine année. Et peut-être un ou deux autres recueils de poésie, que j'en ai un qui est terminé, là, que je suis en train de faire lire à certaines personnes. Et voilà, ça devrait être... si tout ça se réalise, ça va être déjà très bien. Je serais déjà très contente. Ça vaudra le détour, comme on dit. Je serais comblée. Tout à fait. Alors, je vais te poser une question également concernant tes personnages au niveau effectivement des nouvelles. Comment tu les construis, ces personnages? Comment tu les crées? Tu les prends de personnes existantes? Tu prends des trames? Comment ça se passe? Bon, dans le premier tome, comme je voulais fouiller une certaine problématique familiale qui m'intriguait, il y a peut-être une nouvelle qui est plus
personnel. Ceux qui l'ont lu savent de quoi je parle. Les autres, évidemment, j'ai pratiqué la médecine durant 35 ans, donc, et j'ai fait beaucoup de santé mentale. Donc, il y a toujours peut-être une petite référence à quelqu'un que je me souviens, qui me consultait, qui avait un trouble de santé mentale, un trouble panique, une phobie sociale, une dépression majeure, etc. Donc, à quelque part, pour nos personnages, on s'inspire un peu de tout notre bagage, puis des gens qu'on a rencontrés, des gens qu'on a vécus, des gens qu'on a traités, mais sans que ce soit un récit. C'est toujours de la fiction, mais inspiré d'eux, oui, c'est vrai que souvent, c'est inspiré d'eux à quelque part, quelqu'un que j'ai croisé sur ma route à quelque part. Comment les gens réagissent par rapport justement à ton écriture, à ton style d'écriture? Ben, comme j'ai eu un public à date, c'est sûr qu'en auto-édition, on n'a pas nécessairement le même impact tout de suite. Là, je suis pas connue. C'est des gens mais j'ai mis sur mon site internet, janniklaberge.com, dans l'onglet Livres, vous avez des commentaires sur les secrets de l'Institut, des commentaires des lecteurs et sur le génome. Vous avez des commentaires. Il y a, par exemple, pour les secrets de l'Institut, des psychologues qui m'ont donné des commentaires. Et à date, c'est vraiment des très bons commentaires. Les gens aiment mon écriture. J'écris pour monsieur et madame tout le monde. J'ai cette capacité de bien vulgariser, je pense. Ça, je peux me donner ça. C'est ce qu'on me disait dans la pratique médicale. Mes clients... et j'aime expliquer, j'aime que les gens comprennent. Et oui, c'est important, les mots et tout, mais j'écris pas actuellement pour le prix Goncourt, hein, on s'entend, là. On n'est pas dans le côté là, littéraire très poussé avec des figures de style, etc. J'ai pris 6 cours de création littéraire à l'université avant de me lancer dans l'écriture. Je sais, j'ai des bases, je sais très bien vers quoi je pourrais aller, mais pour l'instant, je reste dans une écriture qui est accessible à tout le monde. Voilà, accessible à tout le monde et les gens aiment ça. J'ai eu, par exemple, un commentaire d'une personne qui m'a dit, ben moi, là, je viens de terminer votre livre, Les secrets de l'Institut. Moi, je ne lis pratiquement jamais, ou je ne termine pas les livres, et j'ai dévoré votre livre. Alors ça, c'est un commentaire qui me touche vraiment. C'est ce genre de gens-là. Je veux atteindre le plus large public possible. C'est mon souhait. D'accord. Petite question récurrente que je pose à tous mes invités. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens? Moi, ça me convient très bien. C'est ma première interview, je t'avoue, Philippe, radiophonique. Je crois que c'est ma première. Et je trouve qu'à la fois, tu orientes bien, mais à la fois, tu laisses aussi la personne développer et aller un peu où elle veut aller. Donc, il y a une certaine latitude que l'invité a. Et moi, j'apprécie beaucoup. Merci, Jannick. Dans le manuscrit, parlons un peu du manuscrit ou de tes manuscrits. Est-ce que quelque part tu t'es renseigné comment on pouvait faire un manuscrit, combien il fallait de pages dans ce manuscrit? Est-ce qu'il fallait le relier? Est-ce qu'il fallait effectivement mettre la couverture dessus? Comment ça s'est passé, ça? Ben, d'abord, le premier que j'ai envoyé là aux maisons d'édition, là, lui, chaque maison d'édition a ses exigences pour présenter un manuscrit, d'accord? Mm-hmm. Donc, actuellement, de plus en plus, on envoie des manuscrits aux maisons d'édition de manière numérique. Mais à l'époque, ça fait pas si longtemps, là, on parle de 2018, dans plusieurs maisons d'édition, c'était encore papier. Et là, bon, il ne faut pas que ça soit relié. Certaines, il faut pas que il y en a qui c'est juste recto, pas recto verso. Donc, selon la maison d'édition où vous envoyez votre manuscrit, vous regardez les exigences
Et à ce moment-là, vous devez répondre à ces exigences-là, sinon ils l'ouvriront même pas, ils regarderont pas du tout. Évidemment, quand on fait ça soi-même, c'est autre chose. Là. À ce moment-là, c'est plus la plateforme où vous faites imprimer votre livre papier qui va avoir ces exigences. Et ils sont aussi différentes l'une de l'autre. Par exemple, moi, je suis aussi chez Bookellis, qui est en France également. Et le livre chez Bookellis, puis le livre chez Amazon, c'est pas la même, même des fois, c'est même pas la même dimension. Puis la qualité d'image peut être différente d'une plateforme à l'autre. Par exemple, Apple, je suis aussi sur pour les e-books, là, pour les Apple, la boutique Apple pour les secrets de l'Institut et le génome. Et Apple, eux, faut que tu enregistres ton document en EPUB et non pas en PDF, etc. Alors, ils ont chacune leur exigence. D'accord. Une dernière question concernant effectivement l'aspect du manuscrit. Tu parlais du numérique. Est-ce qu'il faut que ça soit mis en comment on appelle ça, Acrobat Reader, c'est-à-dire en PDF? Voilà, je vais y arriver. Oui, la plupart, comme je te disais, pour ce qui est d'Amazon, si ma mémoire est bonne, et Kobo, c'est PDF, mais pour Apple eBooks, c'est EPUB. Il faut faire un format EPUB. D'accord, donc il faut s'y connaître un petit peu. En tout cas, on aura appris plein de choses avec toi, Yannick. Tu nous auras bien guidés. Je pense que les gens auront pris un grand plaisir à écouter cette interview. Je les invite d'ailleurs à laisser des commentaires sous les réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, voilà, et puis Twitter. Ça a été un véritable plaisir de te recevoir dans les experts. Je vais maintenant effectivement te demander où on peut effectivement continuer le contact avec toi après avoir écouté cette interview, si on a envie effectivement de partager encore des moments avec toi. Comment ça se passe donc, et où on peut te trouver? Donc, vous pouvez me trouver un peu partout, je pense. Peut-être que le référencement n'est pas encore à son meilleur niveau, mais bon, j'ai d'abord mon site internet, janniklaberge.com. J'ai aussi donc le site de la maison d'édition, qui est ma maison d'édition, on s'entend, qui est dendritédition.com. Alors, la boutique en ligne est accessible soit par mon site à moi ou sur le site de dendritédition.com. Vous pouvez évidemment me suivre sur Facebook. J'ai une page Facebook pour Jannick Laberge, auteur. J'ai une page aussi personnelle, évidemment. Et je suis sur LinkedIn, Instagram, mon Dieu, j'en oublie un, là. Mais j'ai tous les réseaux sociaux, là, vous pouvez me trouver, je pense, assez facilement. D'accord. Et pour effectivement terminer cette interview, j'ai un petit message à vous passer, à vous qui avez écouté cette interview ou qui l'écoutez, qui la prenez en cours. Et bien tout simplement, je recherche un sponsor pour les experts. Donc si vous êtes une entreprise et que vous avez envie de défendre votre marque au travers des experts, et bien vous pouvez me contacter sur Facebook ou directement sur mon mail contact@libre-antenne.fr contact@libre-antenne.fr. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Je remercie Jannick, effectivement, notre cousine québécoise, d'avoir participé à cette émission. Merci à toi, Philippe. Ça a été un grand plaisir pour moi. Sincèrement, j'espère qu'on aura l'occasion de nouveau. Ah avec grand plaisir. Ne quitte pas, je te retrouve en antenne.